S'il y a une chose qui paraît simple dans l'affaire de la traduction, c'est qu'elle est paradoxale. Ou disons, même, elle est impossible. Impossible parce que les deux langues entre lesquelles nous allons traduire, entre lesquelles se passe la traduction, ne se recoupent pas totalement, ne se correspondent pas totalement, ne coïncident pas complètement entre elles, puisque, comme on sait, eh bien, les syntaxes peuvent différer, ou toujours diffèrent plutôt, puisque les réseaux sémantiques ne sont pas les mêmes, puisque les connotations sont véhiculées dans chaque langue étant riche de ces alluvions de connotations qu'elle véhicule avec elle, et puis qu'il y a aussi des maîtres mots, Grundwörter, comme disait les Allemands, qui ne sont pas traduisibles d'une langue à l'autre. Donc, la situation est simple, double forçage, comme il a été dit, forçage des deux côtés, forcer sa langue à se lester de l'étrangeté de l'autre et forcer l'autre langue à se déporter dans sa langue. Donc, travail du traducteur sur les deux fronts, rencontrant une double résistance. Ou comme il a été si bien dit, Franz Rosenzweig, traduire, c'est servir de maître. Celui de la langue étrangère, l'auteur, et celui de la langue d'arrivée, le lecteur. Avec en arrière-plan un problème logique. Peut-on dire la même chose de deux façons différentes? La traduction serait donc cette recherche d'équivalence, mais sans adéquation. Je reprends la formule à Ricoeur. Équivalence sans adéquation. Nous ne cessons de chercher l'équivalence, mais sans adéquation possible. Alors, la question de la traduction n'est pas seulement la question des traducteurs, de ces travailleurs de l'ombre. Non, elle est la question essentielle de la rencontre de l'autre. Et c'est pourquoi elle est essentiellement philosophique. Ce n'est pas donc une question secondaire, ancillaire, supplémentaire, non. La traduction, c'est une question première, celle de la rencontre. Et c'est pour ça que mon exposé d'aujourd'hui fait suite à mon intervention précédente sur la rencontre. C'est bien le problème de la rencontre de l'autre, de la rencontre de l'étranger, mais de façon qui n'est pas idéologique, mais dans l'expérience, plutôt dans le travail. Et c'est pourquoi c'est une question hautement philosophique. La traduction ne serait pas un paradoxe s'il y avait en amont une langue originaire commune, ou s'il y avait devant nous, possible, une langue universelle à construire. S'il y avait une langue universelle, sous-jacente aux langues naturelles, ou qu'on pourrait produire au-delà des langues naturelles, langue universelle, langue archétypique, langue logique, la traduction ne poserait pas de problème. Il suffit de lire l'article, non pas traduction, puisque le problème de la traduction n'est pas reconnu, mais l'article langue de l'encyclopédie. Je le cite. « L'influence de l'ordre analytique sur toutes les langues est aussi nécessaire qu'universelle. Sans ce prototype, il ne pourrait y avoir aucune communication entre les hommes des différents âges du monde, entre les peuples des différentes régions de la Terre, pas même entre deux individus quelconques, parce qu'il n'y aurait pas un terme immuable de comparaison pour y rapporter leurs procédés respectifs. L'ordre analytique est donc le lien universel de la communicabilité de toutes les langues et du commerce des pensées, qui est l'âme de la société. C'est donc le terme où il faut réduire toutes les phrases d'une langue étrangère. » Avec l'article langue de l'encyclopédie de Bosé, donne comme but de faire converger les langues en dépassant leurs particularités vers une langue qui serait la langue universelle, la langue logique, recouverte, n'est-ce pas, par la diversité des langues empiriques. S'il en était ainsi, effectivement, la traduction ne serait pas un problème. Il suffirait de l'article langue de l'encyclopédie sans ouvrir la rubrique traduction. Les différences n'existeraient qu'en surface. La pensée serait indépendante de l'idiome.
la traduction pourrait donc se faire oublier. On aurait donc à faire soit retrouver la langue originaire, soit reconstruire la langue universelle. Il n'y aurait pas de problème à traduire. Alors je voudrais faire entendre la résistance à cette position classique, celle qui s'achève avec les Lumières, mais récurrente néanmoins comme un vieux rêve de réconciliation des langues. Et faire entendre, alors en contraposition, en confrontation avec cette position classique établie d'abord en français, ce si beau texte de Heine, qui connaissait si bien le français, mais qui était un grand traducteur, dans ce qu'il dit ici, qui me paraît à suivre de près. Prenons donc le contre-pied de cette commodité facile de la traduction, se trouvant dénouée, déliée dans une langue universelle. Je cite Heine. « Ce sera toujours une question difficile à résoudre que celle de savoir comment on doit traduire en français un écrivain allemand. Doit-on élaguer çà et là des pensées et des images quand elles ne répondent pas au goût civilisé des Français et lorsqu'elles pourraient apparaître une exagération désagréable ou même ridicule? Ou bien faut-il introduire le sauvage allemand dans le beau monde parisien avec toute son originalité d'outre-Rhin, fantastiquement colorié de germanisme et surchargé d'ornements par trop romantiques? Selon mon avis, je ne crois pas qu'on doive traduire le sauvage allemand en français apprivoisé. Et je me présente ici moi-même dans ma barbarie native. Le style, l'enchaînement des pensées, les transitions, les brusques saillies, les étrangetés d'expression, bref, tout le caractère de l'original allemand a été, autant que possible, reproduit mot à mot dans cette traduction française des Reisbilder. C'est maintenant un livre allemand en langue française, lequel livre n'a pas la prétention de plaire au public français, mais bien de faire connaître à ce public une originalité étrangère. C'est de cette manière que nous avons, nous autres Allemands, traduit les écrivains étrangers, et cela nous a profité. Nous y avons gagné des points de vue, des formes de mots et des tours de langage nouveaux. Ce développement de Heine, grand allemand, il y a eu ces grands Allemands, Heine au XIXe siècle, Benjamin au XXe, qui connaissaient si bien le français, mieux que nous, et qui ont eu cette intelligence de faire entendre la possibilité de l'étranger. Parce que ce point de vue de la langue universelle, dont on trouve des amorces chez Bacon, qui considère que les langues doivent se décharger, se laver, se dégager, se purifier de leurs idiotismes pour aboutir à cette langue universelle, qu'on trouve pensée fortement, rigoureusement par Leibniz, pensant qu'il faudrait aboutir à une sorte de lexique universel dont il n'y aurait plus qu'ensuite des compositions diverses, avec des règles de composition. Mais cela donc pensé d'abord en français, je citais l'encyclopédie, car vous savez bien que Cicéron a pensé en français, même s'il écrivait en latin. C'est la conception classique en France, c'est qu'il y a donc une langue qui est la langue la plus proche de l'universel, le français. Donc Cicéron ne le savait pas, mais il pensait déjà en français, même s'il s'exprimait encore en latin. Donc il faut entendre cette résistance qui en Europe s'est exprimée d'abord en Allemagne, dans l'allemand qui est l'allemand de Luther retraduisant Saint Jérôme et résistant à l'aplatissement de la traduction de la Bible en latin, et que je voudrais repenser à nouveau frais pour essayer de débloquer cette contradiction de départ entre l'impossibilité théorique de la traduction et puis le fait qu'on en fait, donc une sorte de praticabilité, mais toujours restant en deçà de l'idéal. Donc cet étau entre trahison et fidélité, cette façon dont on a conçu la traduction, dans ce verrou comme ça logique, dans ce qui serait sa pauvreté, sa trahison, son pis-aller. Je voudrais donc m'opposer à cela aujourd'hui pour faire entendre ce qui est le travail de la traduction, ce qui est la création traductrice, ce qui est la vocation promotrice de la traduction.
Je l'avais évoqué l'an dernier sous le titre « On pense en langue », que, effectivement, ce qui, au départ, résiste à la traduction, c'est que nous pensons en langue, mais il faut entendre ce « en ». Ce « en » n'est pas seulement une imitation, une clôture. « En » dit aussi la ressource. Nous pensons à partir d'une langue, en dépliant, en exploitant, en explorant et en exploitant les ressources d'une langue. Et j'avais évoqué aussi ce qui a été, de façon récurrente, cette espérance ou cette référence à une langue qui pourrait être, au moins de façon sous-jacente, universelle, donc permettant la commodité de la traduction, quand j'avais évoqué chez les linguistes la linguistique générationnelle ou chez les anthropologues structuralistes, ou même chez les phénoménologues, l'idée qu'il y aurait une sorte de langage sous le langage qui, lui, serait à vocation universelle, mais recouvert par les langues particulières. Je crois qu'il faut résister à cela pour sortir de cette conception de la traduction comme pis-aller, comme perte. Cette conception, je dirais, triste, ou, comme l'a dit Tricker, de deuil. De deuil pour faire valoir, au contraire, une traduction opérante, productive. Et j'essaierai de l'évoquer à partir du thème d'écart, parce que je pense que traduire, c'est d'abord explorer les écarts entre les langues, non pas les dissimuler, non pas les enjamber, mais les explorer. Et les explorer pour les exploiter. Donc, sous la figure de l'écart, je voudrais essayer d'abord de sonder jusqu'où peuvent aller les écarts entre langues et comment, à partir de là, penser autrement la traduction. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi quelques textes qui sont photocopiés, parce que quand on parle de la traduction, il faut parler sur pièce. C'est du travail, c'est de l'opératoire, donc en parler abstraitement n'aurait pas de sens. Ma position, vous la voyez apparaître, simple à dire, c'est que traduire n'est pas rabattre l'étranger dans l'attendu, le convenu, le familier. Traduire n'est pas produire un facsimilé. Alors, je vais le montrer d'abord. J'ai choisi quelques. Alors, bon, mon champ de travail, c'est avec le chinois, donc, mais que vous connaissiez au nom chinois apporte peu, puisque le propre du traducteur, c'est de lui dire comment il fait. Donc, d'explorer, d'expliquer, disons, l'opération qui est la sienne. J'ai commencé par vous proposer 4 vers de Xi Lingyun, poète chinois du IVe siècle, qui est le premier poète chinois du paysage en Chine, et je pourrais me dire même le premier poète du paysage au monde, puisque la Chine est la première culture à avoir promu une poésie et une peinture du paysage, cela donc au IVe, Ve siècle de notre ère. J'avais proposé une traduction que je justerais comme littérale, en alignant les vers, les mots les uns sous les autres. Ce sont 4 pentasyllabes. Montagne, traverser, aller au bout, grimper, descendre. Eau, aborder, aller au terme, remonter des vallées. Pic, se dresser, sommet, s'enchaîner, s'étageant. J'aurais pu dire s'étager, d'ailleurs. J'ai mis un peu trop en français, peut-être. Plage, se dérouler, îlot, se lier, se succéder. Vous me direz, c'est pas traduit. C'est littéral, c'est-à-dire que j'ai gardé les correspondances, puisque au fond, ce qui est à penser, ce que disent ces 4 vers, c'est qu'est-ce qu'un paysage. Un paysage, c'est une corrélation. Un paysage, c'est-à-dire chinois, montagne, eau, shan-shui. Donc, montagne et eau, ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui informe la montagne, ce qui est sans forme l'eau, ce qui est immobile la montagne, ce qui est mobile l'eau, ce qui se voit la montagne, ce qui s'entend l'eau. Bref, c'est une corrélation d'opposés. La Chine pense ainsi, et si elle a pensé le paysage, c'est parce qu'elle a pensé justement comme corrélation d'éléments opposés mais complémentaires, se répondant. Pour dire vrai, en chinois, on dit « doué », ça se correspond, ça se corrèle. Je vous en propose 2 traductions. Là, en bas, traduction Gallimard de la Pléiade, parue il y a, je crois, 2 ans. Cela devient « J'ai parcouru les monts de haut jusqu'en bas, j'ai traversé les eaux en amont
De l'amont à l'aval, les sommets écarpés faisaient des plis serrés, bancs de sable et îlots formés comme un brocart. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? On a couché ça en français, en bon français, ça fait même poétique. Mais on a introduit toutes sortes de choses qui n'étaient pas en chinois, qu'on ajoute en français, mais cet ajout en français fait barrage à la possibilité d'entrer de ce que dit le chinois, qui pense là ce qu'est un paysage comme corrélation de montagne et d'eau. Parce qu'on a mis un sujet, je. On a mis un temps, j'ai parcouru, j'ai traversé. On a mis du paysage, plutôt du paysage, non, de la description de paysage. La description, banc de sable et l'eau formés comme un brocart, parce qu'on sait que toute poésie aime bien la comparaison, c'est ça depuis Homère. Donc on a fait quoi? On a rendu narratif, on a rendu descriptif, ce qui n'est pas en chinois, qui fait une opération simple de corrélation pour nous intégrer dans le paysage, sans qu'il y ait un sujet. Parce que de mettre un sujet, un jeu, nous remet dans la conception européenne du paysage, où paysage signifie portion de pays qui, je reprends la définition du dictionnaire, que la nature présente à un observateur. Donc on est retombé totalement, sans crier gare, sans avertir, dans la conception européenne du paysage, où pays-paysage se comprend par composition, à partir d'une position qui est la position d'un sujet auquel s'offre, n'est-ce pas, cet horizon du paysage. Or, la pensée choisie du paysage est tout autre. Elle implique ou intègre le sujet sans justement le faire émerger dans une position qui est la position à partir de laquelle se découpera l'horizon, mais elle dit cette sorte de grande intégration par corrélation qui fait le monde. Comme on dit en Chine, ciel-terre pour dire le monde, comme on dit est-ouest pour dire une chose. Si vous prenez la traduction anglaise de Frodsham, vous verrez que c'est de même que la traduction française. Il y a donc cette opération qui n'est pas réfléchie, qui est qu'on transpose, et qu'en transposant... Alors oui, le problème, c'est que cette traduction, elle n'est pas fausse. Elle est sans contresens, elle est sans faux sens. Elle aura une bonne note, mais elle passe totalement à côté. Elle est fidèle. Elle n'est pas fausse. Simplement, elle fait rater, et rater d'emblée, ce que dit, pense, opère le texte chinois quand il pense le paysage. J'ai proposé un autre passage poétique. Je commence par parler des choses, c'est-à-dire des textes, mettre à l'épreuve la traduction pour après réfléchir à ce que peut être sa possibilité à l'encontre donc de cette pensée triste de la traduction comme pis-aller. Oui, j'ai choisi 2 vers de Maharajan, poète du 8e siècle, que je vous lis en traduction française et que je vous lis ensuite en littéral. En traduction, bonne traduction française, là encore Gallimard, non pas l'anthologie de la Pléiade, mais une édition précédente. La cloche qui sonne au couvent de la montagne annonce la venue du soir. Au bas du pont des pêcheurs, on se bat à grands cris pour passer. Et si je traduis ces 2 étapes syllabes littéralement, montagne, temple, résonner, cloche, jour, déjà soir, pêcheur, pont, traversée, tête, dispute, traversée, cri. Vous voyez que ces 2 vers reprennent en fait la notion de paysage dans sa corrélation. La montagne et l'eau, shan shui. Mais si vous suivez la traduction proposée, Gallimard, on en a fait du français, du bon français, avec sa syntaxe de lettres. Et on traduit la cloche qui sonne au couvent de la montagne. Donc, voilà, la traduction a achevé l'accommodation, l'assimilation, la digestion en français. Il y a donc la cloche qui sonne. Propriété de la cloche, c'est de sonner. Elle sonne où? Au couvent de la montagne. Donc, vous voyez cette assignation comme ça successive et qui annonce la venue du soir. Alors, évidemment, ce sens n'est pas dérangeant. C'est un facsimilé de tout ce qu'on peut lire sur la poésie du soir en langue française. Mais si je prends le texte chinois et je le rends littéralement, c'est-à-dire que je le fais opérer poétiquement,
Il y a donc montagne. Montagne, traduction, temple. Temple, résonne. On ne sait pas ce qui résonne, mais quelque chose sonne. Et on se dit, ah, c'est la cloche. Jour, déjà, soir. La langue chinoise épouse le phénoménal. Elle dit, qu'est-ce qui se passe le jour qui devient le soir? Elle nous met dans ce phénomène de la tombée du jour. Et donc, montagne, temple, ce n'est pas le temple dans la montagne. Non, il y a une réduction de champ. Montagne, temple, résonner. Sonne. Sonne, quoi qui sonne? La cloche. Donc la cloche vient après. Et alors j'ai mis 2 points, ils ne sont pas en chinois, puisqu'en chinois il n'y a pas ici de ponctuation. Jour, déjà, soir. La prise de conscience de ce que, oui, le soir vient. Et de même, en parallèle, plutôt, j'aime pas le mot parallèle, en corrélation. Pêcheur, pont, à raisonner répond traversée, à cloche répond tête, dispute, traversée, cri. Qu'est-ce qu'on a dans la traduction? Vous voyez que le texte chinois n'hésite pas à répéter 2 mots, qui est traversée. Dans la traduction proposée, élégante certes, au bas du pont des pêcheurs, de même assignation, le bas du pont des pêcheurs, on se bat, un sujet on, le plus anonyme, à grands cris pour passer. Vous voyez ce que c'est que reporter en langue française selon les attendus de la langue française, ce poème de ces 2 vers de Mancraojan, parce qu'on ajoute tout autre chose. La cloche annonce. Évidemment, ce n'est pas en chinois. La cloche n'annonce rien. Annoncer, vous voyez, on est dans une sorte de la cloche, l'annonce, le message, tout ce qui est déjà du sens. Alors que les 2 vers chinois, les 4 vers de Xie Lingyun ou les 2 vers de Mancraojan ici, disent quoi? Ils disent non pas du sens, mais de la cohérence, de la corrélation, comment les choses prennent consistance en s'accordant. Donc la traduction ici n'est pas fausse, elle est fidèle, mais elle fait dire tout autre chose. Elle est un facsimilé de l'attendu poétique en langue française et ne rend pas compte de ce qui est la façon dont opère le texte en chinois. Je voulais d'abord présenter cela en poésie pour bien évoquer, prendre la mesure de la difficulté, ou je dirais sonder l'écart. Pour m'opposer à la traduction qui rabattre, n'est-ce pas? Rabat le sens dans l'attendu, le convenu, donc qui assimile, autant dire qui perd la ressource de l'étranger, la ressource de l'autre en tant qu'étranger. Je prends un premier exemple plus simple. Alors, micro, dans les entretiens de Confucius, cette phrase si simple, qui ne pose aucun problème de traduction, ce dont le maître ne parle pas, dans les entretiens 7-20, de l'étrange. Non, ce n'est pas dans les pages, parce que c'est trop court pour mériter d'être comme ça reproduit. Ce dont le maître ne parle pas, de l'étrange, de la force, du désordre, des esprits. Des esprits, je mets un pluriel qui est tout à fait ajouté, en chinois, shen. Zeboyu, guai, li, luan, shen. Très court. Je voulais la traduction du Seuil, aux éditions du Seuil de Han Chang. Le maître ne parlait jamais de l'étrange, ni des esprits, de la force brute, ni des actes contre nature. Qu'est-ce qui s'est passé? On a changé l'ordre des mots. Dans les entretiens, il y a donc, dans cette citation, il y a 4 mots qui sont étrange, force, désordre ou violence et esprit. C'est une liste minimale à 4 termes. L'attente que nous avons d'une liste, en français, c'est qu'elle soit homogène. Homogène et continue. Alors, vous voyez que le problème de la liste chinoise, si je la lis en chinois, de l'étrange, de la force, du désordre, des esprits. Alors, esprit paraît en décalage par rapport à étrange, force et désordre. Esprit. Donc, la traductrice a remis dans l'ordre attendu, pour faire homogène. Donc, elle a traduit en prenant le premier mot, puis le 4e, puis le 2e, puis le 3e. Ne parlez jamais de l'étrange ni des esprits, de la force brute, ni des actes contre nature.
Donc elle l'a remis en ordre. Remis en ordre, dans l'ordre attendu, sans penser du tout, il suffit de lire les commentaires, que justement ce que fait la liste chinoise, c'est pour ça que c'est un genre essentiel en Chine, faire une liste. La liste qui paraît le texte minimal, mais qui en fait est essentiel. Il suffit de penser par exemple aux listes de Saishonagon au Japon, dans le Makura no Soshi, le dit de l'oreiller, c'est que la liste, au contraire, travaille dans l'hétérogène, ou plutôt crée un cheminement qui découvre, au lieu d'être rangé d'avance dans une rubrique unitaire. Donc on dit étrange, terme ambigu, étrange. Et puis étrange, on l'accentue, force, violence. Et puis, à l'autre bout, esprit. Et si on lit les commentaires, on nous dit justement, il y a 4 choses dont le maître ne parlait pas, de l'étrange qui prend la forme de la force et de la violence dont il ne daigne pas parler, et puis à l'autre bout, inverse, des esprits, parce que des esprits, on hésite, on a peur de parler, on a peur de ne pas être capable de parler. Donc vous voyez que la liste s'ouvre entre 2 possibles mis en antipode. On ne parle pas de quelque chose, soit parce qu'on ne daigne pas en parler, soit parce qu'on se pense indigne d'en parler. Et en 4 mots, la phrase de Confucius dit tout ça. Mais si on l'arrange, si on l'annexe, si on la fait rentrer dans l'attendu européen où la liste est nécessairement unitaire pour être logique, eh bien tout cela est perdu. C'est ainsi que le plus couramment, quand on traduit l'expression chinoise zhongshi, fin, début, les traducteurs systématiquement traduisent par début et fin. Parce que ce qu'ils attendent, c'est début et fin, l'alpha et l'oméga. Et le début est avant la fin, comme on sait. Or, le chinois dit l'inverse. Il dit fin, début. Il y a toujours une fin avant un début. Il n'y a pas de début premier, il n'y a pas de genèse ou de Big Bang. Avant tout début, il y a une fin précédente, et c'est de cette fin que naît un début. Donc on ne pense que la transition des choses, et non pas le début premier. Donc vous voyez que la traduction, ça se passe de près, et ça met en question la capacité qu'on a à s'ouvrir à de l'autre, à rencontrer de l'autre, à accepter l'autre de l'étranger. Je voudrais le montrer rapidement. Rapidement, c'est toujours un peu difficile pour les problèmes de traduction parce qu'il faudrait prendre tout son temps. Mais bon. D'abord, à propos d'un passage du Zhuangzi. Alors, je commence par des textes parce que la traduction, c'est au travail. Antoine Berman dit très bien que ce n'est pas une question de théorie de pratique. C'est une question d'expérience et ensuite de réflexion sur l'expérience. Théorie pratique, c'est trop facile. La traductologie comme théorie de la traduction, puis après on s'y mettrait. Non, il y a une expérience dans laquelle on entre qui est de traduire. Cette difficulté, ce dénudement, cette désappropriation. Et puis après on réfléchit dessus. Et c'est là que la traduction devient philosophique. Alors je prends ce passage dans le Zhuangzi, où Zhuangzi, à la mort de sa femme, reçoit la visite d'un disciple confucéen. Et Zhuangzi est là, au lieu de pleurer, qu'est-ce qu'il fait? Il bat de l'écuelle. Et le disciple confucéen, évidemment, s'en offusque, parce que, voilà, il y a le rite du deuil à respecter. Alors, je traduis littéralement, je justifierai ensuite ce littéral. Donc, vous l'avez, je crois, dans le... Je ne sais plus où j'ai mis ça, mais... Bon, vous l'avez. Donc, mêler indistinct entre, tiennent. Modifier, modification, je ne sais pas si c'est verbal ou nominal. D'où il y a souffle, énergie, chi. Souffle, énergie, modifier, c'est modifier, je ne dis pas, n'est-ce pas? D'où forme s'actualisant, xing. Forme s'actualisant, d'où naître, vivre, shang, c'est naître et vivre à la fois. Aujourd'hui, une nouvelle modification doit aboutir à mourir. Et je vais proposer deux traductions. Vais-je les retrouver?
excusez-moi de cet embarras, mais écoutez, je vais vous réemprunter à quelqu'un. Promis, je vous le rendrai à la sortie. Oui, vous l'avez là, deux traductions. L'une que je prends chez Gallimard, en bas de la page. Quelque chose de fuyant et d'insaisissable se transforme en souffle, le souffle en forme, la forme en vie, et maintenant voici que la vie se transforme en mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rajouté un sujet, un quelque chose. Un quelque chose comme support de la phrase en français, puisqu'ici il y a du verbe, il faudrait qu'il y ait du sujet. Et donc, on a importé, impliqué ce quelque chose. Et quelque chose doit donc qualifier sujet, donc prédication, quelque chose de fuyant et d'insaisissable. Après ce sujet, il arrive des choses. Accident, comme dirait Aristote. On a donc un sujet à qui on attribue, sujet donc à prédication, puisqu'on sait bien par Aristote que le sujet, c'est ce dont tout le reste est prédicat, et qui, lui, n'est prédicat de rien. Donc, quelque chose de fuyant et d'insaisissable se transforme en souffle, le souffle en forme, le forme en vie, et maintenant, voici que la vie se transforme en mort. Mais vous voyez que si je traduis ainsi, qu'est-ce que je fais? J'introduis un sujet qui n'est pas en chinois. Je suis en disant mêler indistinct entre, modifier d'où souffle énergie d'où actualisation, etc. On a introduit quelque chose, sujet de la phrase. Mais dès que j'introduis ce quelque chose, je vais me demander quel est ce quelque chose, d'où il vient. Donc je vais me demander d'où vient ce quelque chose, quelle est la cause, et pourquoi. Donc je vais être amené à penser l'origine, je vais être amené à penser le grand pourquoi, ou l'énigme du monde. Bref, et si je pose en termes de cause, d'où ça vient, je vais être obligé de penser Dieu. Dieu comme la première cause, ou alors de me demander quelle est l'énigme, si ce n'est pas Dieu, de la naissance de l'univers ou de la vie. Donc si je suis... dès que j'introduis ce quelque chose, qui n'est pas du tout dans le texte chinois, donc j'en fais une phrase en français, qui est une phrase qui coule bien, avec un sujet, et puis ce qui arrive au sujet, des attributs, je ne pourrais pas ne pas me poser la question d'où ça vient, du commencement, du pourquoi, de la causalité. Alors ce que fait le texte chinois ici, c'est qu'il nous introduit, plutôt il nous intègre d'emblée dans une processualité. Et dans une processualité qui dissout ces questions que je me poserai dès lors que j'introduis un sujet, un quelque chose. D'où ça vient, quand ça commence, etc. Je me demanderai, de la traduction française, je me demanderai légitimement, qu'est-ce qu'il y a au départ des choses? Alors que la pensée chinoise, vous voyez ici dans la phrase chinoise, pense en termes d'opération, yong en chinois, de fonctionnement, de à l'œuvre, d'actualisation. Actualiser, actualisation. Le monde est une transition d'actualisation, de désactualisation, de réactualisation, de transition continue, comme cela, ou quelque chose qu'on appelle souffle, énergie, respiration, le qi, ne cesse de, comme ça, de s'actualiser, de se renouveler en s'actualisant. Donc la force de la formule chinoise, c'est de nous inscrire dans le processuel continu de ce qu'on appelle, nous, nature. Si je traduis quelque chose de fuyant et d'insaisissable, j'institue un sujet premier, je refais Aristote. Ce n'est pas faux, je l'ai dit, c'est même fidèle. Mais cela dit tout autre chose. On a perdu le processuel, on est rentré dans une logique du sujet et de l'attribut, de l'accident. On passe nécessairement par les questions attendues, d'où vient ce quelque chose, quelle est la cause, alors que la force de la phrase chinoise, si je la lis en chinois, c'est qu'elle nous fait passer à côté de ces questions que nécessairement, à partir de la traduction française, nous nous poserions. J'ai cité en haut de la même page une autre traduction de Jean Lévy, qui est celle-ci.
Alors, vous aurez peut-être du mal à reconnaître que c'est le même texte. Et puis soudain, grâce à un germe insaisissable, elle a eu la chance inouïe de passer de non-être à l'être. Et puis soudain, le souffle l'ayant quitté, elle a maintenant la chance inouïe de revenir à sa demeure primitive. C'est le même texte. Alors on a mis un sujet, c'est plus quelque chose, c'est elle, la femme de Jones. Et on a remis tout le vocabulaire attendu en Europe, dans la langue européenne. On a mis un germe insaisissable. Ah oui, parce qu'il faut de l'origine, donc on va mettre un germe. Il faut bien qu'on nomme, on assigne ce début premier, ça sera du germe, insaisissable. Et puis on a mis non-être et être, bien sûr, les deux attendus principaux, puisque naître, mourir, c'est passer de l'être au non-être, comme on sait. Et puis, on a mis quoi? Du drame, le pathos attendu. Parce que dès lors que c'est de l'être non-être, il faut du drame, c'est normal. Donc on a dit la chance inouïe de passer de non-être à l'être, et puis soudain, le souffle. Bon. Et vous voyez, avec en plus cette façon un peu familière, n'est-ce pas, pour faire léger. Bon, donc vous voyez ce qui s'est passé là de nouveau, c'est qu'on a fait passer dans les termes européens attendus, et donc on a fait un produit, un facsimilé d'Aristote, avec toute la batterie théorique des Grecs, à savoir le germe comme cause, être et non-être, donc la pensée du passage l'un à l'autre. Et puis, alors qu'il n'est pas dit passage en chinois, il dit actualisation aussi, prendre forme, s'actualiser. Et on a mis du drame parce que dès lors qu'on pense en termes d'être et non-être, effectivement, le pathos est requis. Il y a donc à réfléchir sur ce que c'est que traduire. Vous voyez, ce n'est pas une opération seconde, ça nous met au cœur de la difficulté, de la capacité que nous avons à nous ouvrir à de l'autre et d'abord à ouvrir la langue à la possibilité de l'autre. Alors, je vous propose un exercice inverse. Inverse qui est voir la difficulté par l'autre bout. Traduction du prologue de Jean en chinois. Pour voir la difficulté du côté des autres, pas seulement de soi. Et pourquoi Jean? Pourquoi se poser la question? Parce qu'il y a, dans la logique de l'Évangile, un message universel de vérité de salut. Et j'ai rencontré infiniment de résistance quand je me suis occupé passagèrement de la question du christianisme. J'ai encore cette objection majeure qui est de me dire mais non, il y a le message chrétien, il y a le sens chrétien, et ça se passe avant Babel, c'est-à-dire avant la diversité des langues. Et donc, il y a un sens de révélation qui passe au travers et qui dépasse la singularité des langues, pour passer un message pour tous. Alors, question toute simple, c'est comment traduire Jean, le prologue de Jean, les premiers versets de Jean en chinois. Je vais donc présenter le texte grec, une traduction française, et puis 2 versions chinoises. Et une version chinoise qui n'est pas traduite du grec, mais de l'anglais, bien sûr. Globish. Donc, d'abord, question, comment traduire Dieu? Dieu, ce mot-là, Theos, Deus, God, Dieu. J'ai pris 2 traductions, les 2 plus courantes en Chine, qui traduisent Dieu différemment. Soit c'est Shen, parce qu'il n'y a pas d'équivalent de Dieu. C'est quand même une affaire à penser. Soit on traduira par Shen, esprit, dimension d'esprit. Shen dit l'invisible. Et dit, disons, cette opérativité invisible au travers, disons, de l'actualisation des choses. Shen. Ou alors on traduira par Shangdi, Seigneur d'en haut, le suzerain. Parce que dans la Chine archaïque, il y avait comme ça, à la confluence des divinités diverses, naturelles, les sources, les vents, les points cardinaux, une sorte de figure comme ça plus globale, en fonction du souverain, Seigneur d'en haut, qu'on craint, qu'on respecte, bref, Shangdi. Notion qui a été progressivement marginalisée au profit d'une autre notion qui a prévalu en Chine, celle de régulation sous le titre du ciel. Et vous voyez que dans les 2 traductions choisies, il y a déjà cette bifurcation première, il n'y a plus un mot pour dire Dieu, donc soit on traduit par Shen, esprit, dimension d'esprit, l'invisible, soit par Seigneur d'en haut, donc cette sorte de souverain tutélaire ou qu'on craint.
Et puis, alors, si la phrase de Jean, n'est-ce pas, en arche en logos, kai logos en prostanteon, kai theos en logos, au principe, au commencement, était le Verbe, et le Verbe était face à Dieu, et le Verbe était Dieu. Difficulté pour traduire Dieu, deux mots possibles, qui ne se rencontrent pas, qui ne sont pas du tout synonymes, qui ne sont pas, qui sont deux, c'est une déviation. Et pour traduire verbe, logos, comment traduit-on logos? Mais si vous regardez, il y a deux traductions en chinois qui sont au bas de la page, sont traduites par roi, parole courante, roi, shuo roi, parler. Sont traduites par Tao. Tao, alors vous connaissez tous Tao, n'est-ce pas? La voix, alors, qui a un sens aussi de parole possible, mais qui est le Tao chinois. Donc on traduira. Et alors, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas le verbe être. Puisqu'il n'y a pas de verbe être en chinois, pour dire l'existence. Donc, c'est traduit. Au grand commencement, il y a parole, ou au commencement, il y a Tao. Donc, on a traduit être par il y a. Ce que pense Jean dans ce prologue, c'est l'articulation, ce que je trouve si fort dans ce prologue de Jean, c'est l'articulation qu'il fait entre être et devenir. Devenir qui devient advenir. Au lieu de penser comme les Grecs qu'il y a le règne de l'être éternel, identique, bon, c'est l'ontologie. Et puis en dessous, en déperdition d'être, le devenir, qui est donc la succession d'avènements et de corruption. Non, Jean sort de cette logique-là, ontologique, pour savoir comment articuler le devenir dans l'être. Et le devenir articulé dans l'être devient l'advenir. C'est cet advenir qu'il pense sur la figure du Christ. Mais si je n'ai pas le verbe être, et si je n'ai pas le verbe devenir, comment traduire? Vous voyez qu'ici, il y a un verbe, c'est avoir, il y a. Il y a donc, au commencement, il y a la parole, ou au commencement, il y a le Tao. Seconde phrase, et le verbe était face à Dieu devient la parole avec Dieu se trouve ensemble, ou le Tao avec Dieu se trouve ensemble, se trouver ensemble, non plus face à, en rapport à, pros, le pros qui chez Aristote dit bien la relation, non plus donc la relation du logos à l'égard de Dieu, donc ce rapport à l'autre au sein du même, que dit évidemment l'évangile de Jean, mais la coprésence, si je peux dire, des deux. Et ensuite, celui-là était au principe face à Dieu, en arche, au commencement face à Dieu, celui-là disparaît pour être traduit. La parole, ou le Tao, se trouvait avec Dieu. C'est plus celui-là, il n'y a plus de outos, celui-là, ce qui fait émerger Jean, qui est un quelqu'un qui se trouve face à Dieu, en rapport avec Dieu. Ce quelqu'un disparaît, ce sujet disparaît pour une reprise de parole ou de Tao. Et ensuite, tout devint à travers lui. Mais celui-là ne sait pas dire tout. C'est traduit donc des deux côtés par Wanu, les 10 000 êtres. Non plus le tout du global, le tout du total, enfin le tout du monde, mais la diversité du monde, les 10 000 êtres, etc. Je n'insiste pas plus, mais vous voyez la difficulté. Comment traduire ce prologue de Jean pour sonder l'écart, n'est-ce pas? Et sonder l'écart à propos d'un texte de l'Évangile, donc d'un texte à vocation universelle. Quand il n'y a pas de terme pour traduire Dieu, de terme unique, unitaire, quand il n'y a pas de verbe être, donc on traduit par avoir, il y a. Quand il n'y a pas, comme il n'y a pas l'être, comme il n'y a pas non plus le devenir que Jean pense comme un advenir, egeneto, il advint. Quand il n'y a pas de conjugaison, pour opposer l'imparfait de l'être, il était, et puis le devint, advint de l'aoriste. Quand il n'y a pas la possibilité de dire tout, ou de dire lui, celui-là, et qu'il n'y a pas non plus le dia pour dire à travers lui, qu'on dit s'appuyant sur lui. Bref, je ne fais qu'évoquer cette difficulté, mais voyez qu'elle est essentielle parce qu'elle fait mesurer que le problème de la traduction n'est pas secondaire, qu'il travaille la pensée, et que donc l'altérité, ce n'est pas du supplément. Et la traduction, c'est donc pas de l'accommodement. La traduction, c'est ce qui fait travailler la pensée.
Alors je crois qu'il faut commencer par là, ne pas dissimuler l'écart des langues. Se défier donc de la traduction élégante, naturelle, qui assimile, qui a perdu, qui a renoncé à affronter la résistance de l'étranger. Ce que je critiquerai donc, pour commencer, c'est la traduction qui rabat le texte de départ dans le texte d'arrivée, dans le sens attendu, n'en fait donc qu'un facsimilé, ou je dirais la lune par rapport au soleil. Les textes que je viens de traduire, enfin, je viens de lire la traduction plutôt, ne sont pas mal traduits, ces traductions ne sont pas fausses, mais elles disent tout autre chose. Donc je critiquais cette traduction qui coule bien, ou même qui fait poétique, qui se croit irréprochable et même réussie. Quand on dit traduction naturelle, élégante, non, je pense que la traduction n'a pas vocation à être élégante. La traduction est rugueuse. Rugueuse parce que résistante, parce qu'elle met à l'épreuve de la difficulté. Je critique la traduction donc qui nous ramène chez nous. Le retour chez soi, qui ne dérange pas, qui ne se déplace pas, qui assimile et ne fait pas rencontrer. Elle couche le texte étranger sous les fourches codines de la langue d'arrivée. Alors, excusez-moi si je mets un peu de passion là-dedans, mais c'est parce que c'est aussi mon métier. Et donc, la difficulté dans laquelle je suis, quand je suis entre le chinois et le français. Ici, je me rapporte à un petit pamphlet contre moi d'il y a maintenant des années. Il disait ceci, que je cite. « Pour signaler dans chacune de ces traductions la notion ou la valeur qui lui importe, il, c'est Julien, enfonce partout, comme un clou ça déchire, c'est vrai, hein, comme un clou la traduction française à laquelle il est arrivé, et crée par là un effet d'étrangeté artificielle. Non, je pense que l'étrangeté n'est pas artificielle. Elle est dans l'effort de faire entrer de l'étranger dans la langue. Je cite la suite. Dans la plupart des cas, il pouvait rendre le passage de façon beaucoup plus naturelle, avec la conséquence qu'il semblerait moins chinois et nous rappellerait ce que nos auteurs nous ont aussi dit. Ah ben oui, on se retrouve chez soi, n'est-ce pas? Alors, si on renonce à faire entrer de l'étrangeté en français, je rappelle le très beau texte de Heine, n'est-ce pas? Ma traduction des Reisbilder, c'est de l'allemand en français. Ben non, évidemment, si dans ce cas-là, eh bien, on fait une traduction naturelle qui coule bien, élégante, et avec la conséquence que ça semblera moins chinois et que ça nous rappellera, bien sûr, ce qu'on a déjà lu en français. C'est ainsi que Zhuangzi, que cite donc ce contradicteur, lui paraît mon voisin, n'est-ce pas? Parce que je l'ai mis chez moi, je l'ai ramené à la maison, évidemment, c'est mon voisin. J'insiste là-dessus. Alors, si je reprends la traduction du passage de Zhuangzi que j'évoquais tout à l'heure, à la mort de sa femme, dans ce pamphlet contre mon travail, la phrase que j'ai traduite, mêlé indistinct, mêlé indistinct entre, etc., a été traduit ainsi, donc, je cite, que quelque chose qui avait d'abord existé caché dans la distinction première s'était transformé en souffle. Ce qui, littéralement, est donc en chinois, mêlé indistinct entre, modification, souffle, il y a souffle. Donc traduit par quelque chose qui avait d'abord existé caché dans la distinction première s'était transformé en souffle. Tout a été rabattu. Le quelque chose, bien sûr. Quelque chose en position de sujet. Or, la phrase chinoise n'a pas de sujet. Pourquoi? Parce que le verbe est à ce qu'appellerions-nous l'infinitif. Donc, l'infinitif ne requiert pas le sujet. Donc, puisqu'il n'est pas conjugué, donc il ne fait pas émerger une fonction sujet. Mais là, on a remis du quelque chose qui avait d'abord existé. Oui, on remet l'être. Il y a d'abord une existence préalable. Le chien classique ne dit pas être.
peut dire il y a, ou je suis fatigué, mais non pas être, je suis ou je ne suis pas. Et puis, voyez l'introduction du caché. Je ne dis absolument pas caché. Là, on est revenu totalement chez soi, avec l'idée qu'il y a du caché en amont, n'est-ce pas? Comme on sait, Héraclite, la nature aime à se cacher, cryptestai philène. Dans la définition première, il n'y a pas de premier. Parce qu'il n'y a pas de commencement, ce n'est pas la pensée du commencement, c'est la pensée du processus. Or, le processus se pense parce qu'il n'y a pas de commencement. Il y a une sorte de régulation, de transition continue. Donc, vous voyez qu'on peut effectivement avoir une traduction naturelle, qui coule bien, élégante, non rugueuse, mais qui a ramené totalement dans les termes européens, et pas seulement les termes, l'être, le caché, le premier, mais dans la syntaxe européenne, la syntaxe prédicative, avec sujet et attribut. Bref, on est rentré chez soi, et l'autre est bien devenu mon voisin. Je tiens à le dire parce que je voudrais aussi saluer ce qu'est l'effort des traducteurs dans cette résistance. J'ai vécu cette chose étrange depuis plus d'1 an, à propos de la traduction en allemand comme en chinois de mon livre de lettres aux vivres, Lexique euro-chinois de la pensée. Et de me rendre compte que les deux traducteurs en chinois et en allemand, Esterlin d'un côté et Erwin van Richter de l'autre, je les cite parce qu'il faut aussi donner le nom des traducteurs, ils ont droit à leur nom, sont trouvés avoir fini la traduction il y a plus d'1 an et soumis au travail des relecteurs ou des correcteurs de la traduction. Ce qui fait que ces traductions finies il y a plus d'1 an ne sont toujours pas publiées, parce qu'il y a ce travail épuisant pour le traducteur de devoir être corrigé par un lecteur qui n'a pas fait ce travail, et qui donc corrige en fonction de l'attendu en chinois ou de l'attendu en allemand pour avoir une traduction élégante, et soupçonnant le traducteur d'avoir pas été au bout de son travail, d'être resté dans une langue rugueuse, un peu pénible à lire, alors qu'il faudrait arriver à une langue claire, simple, limpide, élégante, bref, du bel allemand ou du beau chinois. Et d'arriver à ce point où la traduction ne paraîtra pas, ou risque de ne pas paraître, parce qu'il y a cette résistance, donc, pied à pied, mot à mot, pour essayer. Alors, je prends l'exemple en chinois, évidemment, parce qu'il y a un enjeu aussi politique. Il y a une traduction courante en chinois d'universel, qui maintenant est refusée, parce que l'universel, c'est dangereux, et c'est dangereux politiquement, l'universel. Donc, dans le refroidissement de la Chine que vous connaissez, eh bien, on va traduire universel par général ou banal, poubienne. Donc, en désarmant le terme universel de ce qu'il a effectivement de fracturant et d'exigeant, pour le rabattre dans une sorte de banalité qui, inodore, incolore, bref, puisse correctement passer. Donc, le ramener dans l'attendu en corrigeant, donc travaille cette position du correcteur, du traducteur, qui va jouer au petit maître, qui va dire non, c'est pas assez élégant, on peine à vous lire en traduction. Mais oui, mais si on peine à me lire en français, il est légitime que le lecteur allemand ou chinois peine aussi à lire en chinois ou en allemand. Parce qu'il peine, pourquoi? Parce que ça fait réfléchir, parce que ça déporte, parce que ça déplace, parce que ça dérange. Et donc, le dérangement est légitime. Vous voyez que cela me conduit progressivement à essayer de dire maintenant positivement comment j'entends la traduction. Quelle est l'opération de la traduction? Et je voudrais d'abord le dire en faisant référence au grand travail d'Antoine Berman, qui a été celui qui, en France, je crois, à l'époque contemporaine, rouvert la pensée de la traduction, qu'il a fait d'ailleurs parce qu'il était spécialiste de l'allemand, et qu'il avait écrit un grand livre sur culture et traduction dans l'Allemagne romantique. Et il faut revenir à Antoine Berman pour penser le statut du littéral. Quand on dit traduction littérale, à l'encontre de la traduction élégante, naturelle, etc. Qu'est-ce que la lettre du texte? Le travail de la lettre. Traduction littérale, non pas traduction servile, non pas bornée dans le mot à mot, mais traduction qui tient compte de la lettre du texte. Comme nous le dit Antoine Berman, traduire n'est pas seulement rechercher des équivalents. Pour eux, dit-il, ceux qu'ils désignent comme étant les mauvais traducteurs, ceux de la traduction élégante, pour eux, compulsivement, traduire était trouver des équivalents.
ce qui conduit à rejeter tout travail, toute réflexion sur la lettre. Chercher des équivalents, c'est deux choses. Poser un sens invariant, une idéalité qui s'exprimerait également de part et d'autre. Et c'est refuser d'introduire dans la langue traduisante l'étrangeté de l'expression originale. Or, il ne faut pas refuser de faire de la langue traduisante ce qu'Antoine Berman a si bien appelé l'auberge du lointain. Il dit, en les dénonçant, pour le traducteur formé à cette école, celle de la traduction élégante, qui remet tout sur ses pieds, la traduction est une transmission de sens qui, en même temps, est tenue de rendre un sens plus clair, de le nettoyer des obscurités inhérentes à l'étrangeté de la langue étrangère. Et il en dit bien ce qui est l'ethnocentrisme caché. Ethnocentrisme qui ramène tout à sa propre culture, à ses normes, à ses valeurs, donc qui est une traduction par annexation, adaptation annexante, n'est-ce pas ? Traduction ethnocentrique dont il montre bien qu'elle naît notamment à Rome, chez Cicéron, ou à Rome, chez Saint Jérôme, traduisant la Bible en latin. Cette traduction qui suppose qu'il y a deux dimensions du texte, l'une la lettre, l'autre le sens. Et que la lettre, c'est le corps, c'est la gangue, c'est le corps mortel. Donc qu'on peut quitter cette lettre qui n'est que l'enveloppe du sens pour garder le sens qui est l'en-soi véritable, ce qui doit passer. Donc au fond, vieille conception dualiste, séparant la lettre, le corps, du sens, âme. Et donc, seule l'âme est intéressante, seule l'âme peut être transférée, transvasée de l'un à l'autre, dans le mépris du corps que serait la lettre. Alors c'est ce dualisme-là qu'il faut dénoncer pour penser ce que peut être une traduction dans son opération même. Donc je dirais, la traduction n'est pas une opération seconde, mais au contraire est une opération radicale à part entière. Ou si elle est seconde, ce sera au sens de la seconde vie. Car la traduction est une opération propre, pleine et entière. Elle n'a pas à se faire oublier. Oui, parce que ce que disait très bien Antoine Berman, il dit au fond ce à quoi conduit la traduction élégante, la traduction dans la belle langue, la traduction donc ethnocentrique, c'est qu'on doit traduire l'œuvre étrangère de façon qu'on ne sente pas la traduction. Et donc, qu'on doit traduire de façon à donner l'impression que c'est ce que l'auteur aurait écrit s'il avait écrit dans la langue traduisante. Conséquence, c'est-à-dire que la traduction doit se faire oublier, discrète. Elle n'est pas inscrite comme opération dans l'écriture du texte produit, du texte traduit. Elle n'est pas inscrite comme opération propre, dans l'écriture du texte traduit. Je crois qu'il faut prendre le contre-pied de ce que, comme le fait Antoine Berman, de cette conception, la conception d'une traduction qui se ferait oublier. Mais au contraire, la traduction, il faut la réfléchir dans sa légitimité propre et dans sa productivité. Car c'est à la rencontre de l'autre langue que la traduction révèle le texte de départ, le texte de l'auteur, dans ses partis pris implicites, les choix qu'il a faits à son insu. Donc, c'est la traduction qui révèle le texte dans ce qu'il ne sait pas qu'il fait, dans ce qu'il ne sait pas qu'il pense. C'est la traduction qui le sonde plus avant, plus en deçà, qu'il ne peut le faire de lui-même, qu'il ne peut le faire en lui-même. Car la traduction rompt le fond d'entente, la complicité que le texte entretient avec sa langue. Elle expose la traduction, elle le met à nu, elle le met à l'épreuve, elle le met en examen, comme on dit. Elle fait réfléchir le texte en deçà du texte lui-même, dans les partis pris implicites
il a engagé sans y songer, à son insu. Donc la traduction, c'est ce qui révèle l'insu du texte qu'on traduit. Cette opération-là, c'est en quoi elle est évidemment essentielle, puisqu'elle sonde le texte plus avant ou plus en amont que le texte lui-même ne songeait à le faire. On remonte dans le dit du texte quand on le traduit. Donc je dirais la traduction sollicite ou interroge le texte à traduire plus radicalement qu'il ne peut le faire de lui-même. Parce qu'à la rencontre d'une autre langue, et plus grand est l'écart, il est contraint de rompre son entente implicite, irréfléchie, avec lui-même. Il rencontre l'insu de lui-même. Il est contraint de s'expliciter, de s'expliquer. Donc, la rencontre d'une autre langue révèle le texte à lui-même, le fait réfléchir sur ce qu'il ne sait pas qu'il dit, sur ce qu'il n'est pas qu'il fait. Donc, je dirais que la traduction n'est pas une opération ancillaire, secondaire, mais seconde au sens de la seconde vie. Traduire, en effet, c'est mettre en vis-à-vis les possibles d'une langue avec les possibles d'une autre langue, plutôt que de chercher d'emblée les équivalents, car c'est seulement à la rencontre d'autres choix possibles qu'une langue découvre les propres choix qu'elle fait, et qu'elle fait sans y penser. Par exemple, le choix de la conjugaison. Je n'ai commencé à réfléchir sur ce qu'était la conjugaison comme possibilité de ma langue qu'à la rencontre de la langue chinoise qui ne conjugue pas. Parce que je pensais la conjugaison une chose nécessaire, en tout cas si familière que je ne m'y arrêtais pas. Mais rencontrer une langue qui ne conjugue pas, le chinois, donc qui n'est pas conduite à séparer le passé, le présent, le futur, et qui ne conjuguant pas n'est pas obligé non plus de faire émerger du sujet, du verbe conjugué, eh bien je suis amené à réfléchir à ce que je fais sans le savoir quand je conjugue. Donc à sonder plus en amont les conditions de possibilité dans laquelle s'exprime ma pensée. Je dis donc que la traduction n'est pas une opération secondaire, ancillaire, annexe, qu'il faudrait donc dissimuler, ou le plus rapidement enjamber, mais une opération plus originaire, parce que faisant remonter plus en amont de ce que dit, de ce que fait le texte premier. C'est en rencontrant une autre langue que ce texte commence plus radicalement à s'envisager ou se dévisager dans ses ressources propres. Si on pense à la traduction comme seconde, parce qu'elle vient après, je dirais que c'est au sens second pour lequel j'ai plaidé dans Seconde Vie, le sens de secondarité, où le second, ce qui suit, se décale de ce qui a précédé et ouvre de nouveaux possibles. Justement, fait apparaître de nouvelles possibilités auxquelles auparavant on ne songeait pas. C'est pourquoi je m'écarterai de ce lieu commun traduction-trahison. Ou c'est-à-dire que j'essaierai de sortir de cet étau fidélité face à trahison, pour penser la traduction comme opération nouvelle, ouvrant le texte à un nouvel avenir, ouvrant le texte à de nouvelles possibilités. Bref, ouvrant le texte non seulement à un nouveau public, mais à une nouvelle aventure de sa possibilité. Ce qui fait que le négatif rencontré dans la traduction, cette difficulté de la traduction, qui force à réinterroger le texte, à le remettre en chantier, effectivement, est promotrice de ce que le texte devient parce qu'il est traduit. Donc je m'écarterai de ce thème de la traduction-trahison, thème dans lequel Ricoeur revient, sous une forme qui me paraît peut-être à réfléchir ou à critiquer, pensant la traduction sous la figure de la perte ou du deuil, et donc reconduisant à cette alternative, plutôt à cette opposition de la fidélité ou de la trahison, avec l'idée d'une perte fatale de texte originaire au texte traduit.
Je pense qu'au contraire, la traduction, c'est une réactivation. C'est un réengagement du possible. C'est donc une opération qui ouvre un avenir au texte et n'est pas à concevoir uniquement de l'ordre de la restitution, du transvasement, bref, de ce qui serait du rabattement. Mais il y a une formule de Ricoeur que je voudrais reprendre et essayer de développer. C'est dans ce très beau texte de Ricoeur qui s'intitule « Un passage, traduire l'intraduisible ». Parce que Ricoeur, il dit bien ce qui est le caractère opératoire de la traduction, que la traduction, elle construit. C'est pour ça qu'elle est opératoire, qu'elle n'est pas seulement du transvasement ou du remplacement, donc pure recherche d'équivalence. C'est que la traduction, si elle veut s'assumer comme traduction, doit construire. Elle doit construire quoi ? Les conditions de sa traductibilité. Sans quoi, elle n'est qu'un rabattement dans du facsimilé. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce passage de Ricoeur, sous le titre de « Construire des comparables ». Je reviens d'autant plus que Ricoeur, dans ce passage, fait allusion à mon travail de traducteur, en essayant, et je en sais gré, j'ai souhaité que ce texte soit gardé dans le cahier de Lerne consacré à mon travail, parce qu'il le dit, je crois, la chose en la pointant du doigt, dans sa difficulté. Quand il dit « Julien ne prononce pas un mot chinois dans son livre, à propos de mon livre sur le temps, ce faisant, il construit des comparables. Il les construit, comme je dis plus haut qu'on faisait en traduisant, de haut en bas, de l'intuition globale portant sur la différence de plis, en passant par les œuvres, les classiques chinois, et en descendant vers les mots. La construction du comparable s'exprime finalement dans la construction d'un glossaire. Et que trouve-t-on du côté des mots de nos langues grecques, entre guillemets, des mots usuels qui n'ont pas eu de destin philosophique et qui, par l'effet de la traduction, sont arrachés à des contextes d'usage et élevés à la dignité d'équivalents, ces fameux équivalents sans identité, dont nous avions présumé la réalité antécédente, cachée en quelque sorte quelque part, et que le traducteur découvrirait. Ce qui me paraît précieux dans cette proposition de Ricoeur, c'est l'idée de la traduction construit. Je ne pense pas qu'elle construit des comparables. Je pense qu'il faut sortir l'idée de comparaison. Je dirais que la traduction construit du vis-à-vis. La traduction, si elle est traduction, c'est qu'elle construit le vis-à-vis des langues. Prenant la mesure de l'écart entre les langues, eh bien, elle opère le vis-à-vis, qui fait qu'une langue s'envisage dans l'autre, s'envisage ou se dévisage dans l'autre. Comparer, c'est déjà rentrer dans la perspective des ressemblances et différences, dont je souhaiterais me tenir écarté. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est dit d'essentiel, c'est que c'est construire un vis-à-vis, et que les équivalents sont des équivalents, dans ce cas, qui sont sans identité. Ricoeur, d'ailleurs, rappelle que c'est la grande histoire de la traduction de la Septante de l'hébreu en grec, la traduction de Luther du latin en allemand, qui est ce qu'il appellera traduction-construction. C'est là qu'elle est opérante, la traduction. C'est qu'elle doit construire pour ne pas rabattre. Il faut qu'elle construise la possibilité, c'est-à-dire les conditions de possibilité de son opération, autrement dit, les conditions de traductibilité d'une langue à l'autre. Et là, il revient à ce que disait Antoine Berman, en parlant de la traduction-construction. Or, le sens est arraché à son unité avec la chair des mots. Dans la mauvaise traduction, on arrache le sens à la chair des mots. Vous voyez le rapport entre le sens, qui serait l'âme, et la littéralité des mots, pour ne pas être accusé de traduction littérale. On revient à cette notion de littéral, parce que littéral signifie justement qu'on refuse le dualisme de séparer d'un côté la lettre, le corps mortel, de l'autre côté l'âme, elle, qui seule mériterait de passer d'une langue à l'autre. Et Ricoeur se moque, traduire littéralement, n'est-ce pas traduire mot à mot? Quelle honte, quelle disgrâce. Or, d'excellents traducteurs, dit-il, sur le modèle de Hölderlin, de Paul Celan et dans le domaine biblique de Méchonic, ont fait campagne contre le sens seul, le sens sans la lettre, contre la lettre. Ils quittaient l'abri confortable de l'équivalence du sens. Ils quittaient l'abri confortable
de la traduction où l'on revient chez soi. Donc il faut bien penser la traduction dans cette opération de construction qui n'est pas donc de soumission, mais de construction, pour rendre possible, pour rendre de façon opératoirement possible la traduction. J'en ai quelques exemples tout simples entre le chinois et le français. Il y a un usage dans la traduction du chinois en français de traduire Chine en chinois par sincérité. Toutes les traductions font cela sans prendre la dimension première de l'écart qui est que Chine en chinois ne signifie jamais dire ce qu'on pense, mais plus généralement faire ce qu'on dit. Donc, si je prends le terme de sincérité pour traduire ça, je suis dès l'abord dans, non pas même le contresens, mais dans le fait que ça dit tout autre chose, n'est-ce pas ? Même si c'est la traduction adaptée. Je préférais donc construire un mot en français, mais qui laisse passer cet écart. Je traduirais donc non pas par sincérité, mais fiabilité. Non pas dire ce qu'on pense, mais tenir ce qu'on dit, fiable. Je ferai donc un mot comme ça, en vis-à-vis de sincérité, notre grand terme, si, disons, instauré dans notre langue, fiabilité. Je pense qu'effectivement, ce que dit la pensée chinoise, c'est la fiabilité et non pas la sincérité. Autre exemple. On ne cesse d'introduire dans les textes chinois la notion de volonté, parce que je peux ou je veux. Texte de Mencius, grand texte de Mencius où il est dit que si l'on ne coupe pas une branche, un rameau de branche pour l'offrir à son frère aîné, c'est non pas qu'on ne le peut pas, je dis c'est qu'on ne le fait pas. Toutes les traductions traduisent par c'est qu'on ne le veut pas. Non, c'est pas l'opposition pouvoir-vouloir, c'est faire. Et ce que fait apparaître la pensée chinoise, ce n'est pas une pensée de la volonté, avec le choix, avec la liberté, bon, toute notre opération-là, éthique, mais c'est tenir, faire la chose jusqu'au bout. J'appellerais la ténacité. Donc face à volonté côté européen, plutôt que de me soumettre aux termes européens et donc d'accepter d'emblée que ça dit toute autre chose, c'est forger un terme en français qui puisse prendre en charge, terme alors que je prends dans la langue courante, être tenace, pour en faire la ténacité face à volonté, puisque ce que dit la pensée chinoise, c'est justement tenir jusqu'au bout. Ce n'est pas choisir avec la question du choix entre les possibles, donc de les libertés, puisque la pensée chinoise ne pense pas en termes d'action, donc tout ce qui est notre appareillage éthique, mais le fait qu'il y ait du processus, on dit cours de la conduite, comme le cours du ciel, il faut donc tenir bon, malgré les difficultés, bon, ténacité. Par exemple, au lieu d'emprunter directement, facilement, commodément le terme de liberté, pourtant il y a un texte chinois, j'essaierai de trouver un terme qui puisse dire l'écart et qui puisse forger sémantiquement dans notre langue en français cet écart à l'œuvre qu'on ne cesse de découvrir en chinois. Et plutôt que de traduire par liberté, je proposerai par exemple de traduire par disponibilité. Ce que ne cesse de célébrer la pensée chinoise, ce n'est pas la liberté du sage, c'est le fait que comme il dit Confucius, quand il convenait de prendre une charge, il la prenait, quand il convenait de la quitter, il la quittait, il est disponible, ouvert aux différents possibles, ouvert aux compossibles. Donc, disponible, c'est un terme pauvre dans notre langue, eh bien, l'ériger en termes de vis-à-vis qui puisse effectivement construire ce vis-à-vis, non pas donc passer d'emblée sous le terme de liberté qui impose tout son arrière-plan en Europe et donc fausse d'emblée la traduction, plutôt la dénature. Mais forger un texte en français qui laisse passer cette étrangeté du chinois, penser non pas l'éthique en termes de liberté ou nécessité, libre arbitre, on a toute cette affaire-là, mais disponibilité, ouverture au possible, bref, ce que ne cesse de dire la pensée chinoise. Ce qui me conduit donc à penser, en termes d'écart, d'entre et de commun. Là, vous retrouvez mon outillage philosophique, parce que je crois que c'est, et c'est pour ça que je tenais à m'affronter à cette question de la traduction, de penser que l'opération de la traduction, c'est l'opération de l'antre. L'antre ouvert par écart. Écart, j'ai l'occasion de le dire déjà ici, écart et non pas différence. Ou quelle différence entre écart et différence? J'y reviens rapidement. C'est que la différence conduit à la définition d'identité, la différence range. Et d'autre part, la différence,
quand vous distinguez par différence A et B, donc vous voulez définir A par distinction, par différence avec B. Une fois que cette différence est faite, vous laissez tomber B et vous gardez A. Donc la différence fait deux choses. D'une part, elle range, d'autre part, elle laisse tomber l'autre. C'est pour ça que je ne pense pas le divers des cultures en termes de différence culturelle, et non plus en termes d'identité culturelle, par conséquent. L'écart. L'écart ne range pas, mais dérange. On dit communément jusqu'où va l'écart, écart de langue, écart de conduite. L'écart donc sort du convenu, de l'attendu, jusqu'où va un écart. Donc l'écart dérange. L'écart est exploratoire, à vocation heuristique, jusqu'où va l'écart. Et puis l'écart, son autre caractère, c'est que l'écart maintient en regard. Au lieu de laisser tomber l'autre, comme le fait la différence, non, l'écart maintient en regard l'autre. Et c'est ainsi que sonder les écarts permet d'envisager la possibilité de la traduction. Donc plutôt que d'enjamber, que de dissimuler les écarts entre les langues, plutôt sonder l'écart d'une langue à l'autre, parce que l'écart, par la distance ouverte, fait paraître de l'antre, parce que l'écart maintient l'autre en regard, il fait apparaître de l'antre, et c'est dans l'antre ouvert par écart que peut se promouvoir le commun de la traduction. Alors c'est vrai, j'ai souvent eu l'occasion de le dire ici, nous ne savons pas penser l'antre. Parce que nous pensons l'antre comme entre deux, parce que nous pensons dans les termes de l'être. Entre deux, parce qu'il y a deux opposés, les antikeimena, et nous ne savons pas donner consistance à l'antre, parce que l'antre n'est pas de l'être, puisque l'antre n'est ni l'un ni l'autre, qu'il n'a pas dans soi, qu'il n'a pas de propriété. Mais en même temps, c'est parce que l'antre n'est pas de l'être, parce que l'antre n'a pas dans soi, n'a pas de propriété, que l'antre est par où ça passe, que l'antre est par où ça se passe, que l'antre est opératoire. Parce qu'il n'est pas de l'être, il est opératoire, et c'est ce caractère opératoire de l'antre qui permet, à mon sens, la traduction. Donc je pense que pour entrer dans une pensée rigoureuse de la traduction et de sa possibilité, il faut sortir des termes de l'ontologie. Les termes de l'ontologie, les termes du propre, puisque la traduction comme opération, c'est une dépropriation. Il faut sortir du propre pour faire apparaître de l'antre, et de l'antre où va s'opérer effectivement la traduction. Donc penser cet antre opératoire, c'est lui que construit le vis-à-vis, où se promeut la traduction. Je dirais donc, pour résumer, c'est dans l'antre opératoire, ouvert par l'écart qui maintient en regard, que peut se promouvoir du commun. En distinguant deux communs, comme je l'ai fait déjà ici, je crois, le commun pauvre du semblable, le commun d'assimilation, et je n'essaie de dire aujourd'hui que traduire n'est pas assimiler, commun faible, où l'on rapporte à soi, où l'on rabat à soi, mais un commun fort, un commun intensif, un commun justement produit au travers de l'antre, ouvert par écart, qui est un commun qui est un commun intensif parce qu'il est produit. Il est produit dans cet antre opératoire. Et pourquoi l'antre est opératoire? Parce qu'il est en tension. C'est un antre actif puisqu'il est né de l'écart qui maintient en regard. Donc traduire, c'est dans l'antre tensionnel ouvert par écart, écart maintenant en regard, produire, promouvoir ce commun intelligible, défaisant, débordant les propriétés, les idiotismes de l'une et de l'autre langue. C'est dans cet antre tensionnel que s'opère le travail de la traduction, d'où ne procède pas une traduction fidèle, mais une intelligence partagée. Donc l'antre opératoire de la traduction. La mauvaise traduction est celle qui se situe soit dans une langue, soit dans l'autre, alternativement, successivement, donc qui ne les met pas en vis-à-vis, qui ne sondent pas leur écart, donc qui n'ouvrent pas, à partir de ce possible écart, d'antre opératoire pour pouvoir travailler. Cet antre est opératoire de ce qu'il advient. Il advient comment l'antre? Il advient par débordement
débordement de chacune des langues par l'autre langue. Traduire, c'est donc déborder une langue par l'autre et de ce fait ouvrir de l'antre entre elles, entre que j'ai dit actif, intensif. En effet, il n'y a pas de troisième langue. Il n'y a pas de langue tierce ou de métalangue par laquelle pourrait être réduit ou dépassé l'écart des langues. C'est donc dans cet antre ouvert par le débordement réciproque d'une langue par l'autre, dans cet antre intensif, que peut se promouvoir la possibilité du commun, auquel ouvre la possibilité de la traduction. Je voudrais maintenant, brièvement et en conclusion, résumer en quelques thèses ce propos, et d'abord décrire la traduction comme contradiction féconde. Féconde parce qu'à la fois assimilatrice et désassimilatrice. Pour revenir sur la contradiction de départ, traduction impossible, mais qu'on ne cesse de vouloir pratiquer, pensez que la contradiction dans laquelle se met la traduction est féconde, parce qu'elle fait travailler. Traduire, c'est cette opération effectivement paradoxale d'assimiler, chercher des équivalents, et en même temps de désassimiler, sonder ce qui résiste à ces équivalences. Eh bien, en même temps, l'un et l'autre, ama, comme disent les Grecs, n'est-ce pas? C'est-à-dire ne pas se laisser enfermer dans l'assimilation, faire entendre ce qui résiste à cette assimilation. Ne pas se laisser prendre au piège de l'assimilation. La traduction, en même temps qu'elle cherche à accommoder, est récalcitrante. Pour le dire autrement, traduire, c'est décatégoriser pour recatégoriser. J'appelle construire, traduction, construction. Décatégoriser sincérité, décatégoriser liberté, décatégoriser tous ces termes, volonté, pour recatégoriser avec ténacité, fiabilité, etc. C'est en quoi la traduction sera donc productrice. Elle n'est pas une opération seulement de transvasante ou transférante ou restituante, non. C'est une activité effectivement productrice qui n'est pas que supplémentaire, je l'ai dit, mais qui ouvre de nouveaux possibles, à la fois qui révèle le texte dans son implicite et qui fait apparaître de nouveaux possibles de la pensée. Je prends un exemple tout simple. Au fond, traduisant le fait que le chinois ne conjugue pas, traduisant à l'infinitif les verbes chinois, je suis amené à réfléchir sur la fécondité de l'infinitif en français. L'infinitif en français est plutôt une modalité discrète de la langue, mais d'être amené à traduire à l'infinitif les verbes chinois pour ne pas les conjuguer arbitrairement, pour ne pas leur imposer un sujet inventé, eh bien, je découvre quelle est la ressource de l'infinitif dans ma langue. Et je me rends compte en lisant les poètes contemporains français qu'effectivement, eux aussi pratiquent exploitent la fécondité de l'infinitif en français par écart avec, disons, la tradition poétique précédente. Et c'est ainsi que la traduction permet l'ouverture d'un commun. Avec ce qu'on sait du commun dans son ambivalence, le commun c'est du partage, mais ce qui dessine l'horizon du partage peut se retourner en frontière d'exclusion et nous faire passer du commun du partage inclusif au communautarisme exclusif. Je crois justement traduire nous situe dans l'exigence d'ouvrir le commun et de ne pas le laisser se replier en commun communautaire, en commun de propriété. Traduire, c'est justement refuser de se laisser réduire à l'intérieur idiotique de la langue, de sa langue. C'est refuser la frontière à l'intérieur de laquelle elle se clôt et perd le commun. C'est au contraire ouvrir plus loin le commun, le déclôturer, le considérer comme jamais fini ou définitif, mais ne cesser de le déployer. Et c'est ainsi que la traduction rencontre la question de l'universel. Alors je voudrais prendre position là-dessus, pour dire que l'écart des langues ne complique pas l'accès à l'universel, mais est producteur d'universel. L'écart des langues
ne constituent pas des chicanes qui compliqueraient l'accès à l'universel, parce que l'universel n'est pas donné, parce que l'universel n'est pas le mol oreiller sur lequel notre tête pourrait si aisément se reposer, mais que c'est au travers de l'écart des langues, dans cet antre productif, cet antre tensionnel actif, que peut s'ouvrir, se déborder, que peuvent se déborder les langues, et qu'en se débordant, elles peuvent justement déployer un intelligible partagé. Cet intelligible partagé, qui est donc la figure d'un universel actif. Je m'inscrirai donc là en un écart par rapport à ce qu'a dit notamment Barbara Cassin dans son livre sur la traduction, où, rencontrant cette question universelle à propos de la traduction, plaide pour un universel relatif. Moi, un universel relatif, je ne sais pas très bien ce que c'est, je pense qu'il y a une contradiction dans les termes, puisque l'universel implique un absolu. Mais je pense que l'absolu universel n'est pas donné, il est à l'horizon, horizon qui n'est jamais acquis, qui n'est jamais atteint, qui n'est jamais satisfait. Donc je ne parlerai pas d'universel relatif, mais d'universel régulateur. En prenant le terme régulateur chez Kant, quand il oppose à la fin de la critique de la raison pure régulateur à constitutif, pensez que donc ce n'est pas proposer un universel relatif, ce qui détruit, je crois, la notion universelle, mais penser à un universel régulateur, c'est-à-dire un universel qui ne cesse de régler la recherche, qui ne cesse de conduire plus loin l'horizon du commun. Jamais satisfait. L'universel n'est jamais acquis. Je plaide pour l'universalisant, ce qui est moteur, vecteur d'universel, et je pense que la traduction est vectrice, motrice d'universel, donc elle est universalisante, non pas universalisable, mais universalisante, c'est-à-dire active, promotrice de l'universel. Il ne s'agit pas donc de compliquer l'accès à l'universel, il s'agit de produire l'universel, étant entendu qu'il n'est pas donné, mais qu'il est justement toujours en chantier à déployer, jamais atteint, jamais satisfait, mais qui ne cesse de faire travailler. Bon, je citais Kant, le statut de l'idée chez Kant est bien celui-là. C'est ce qui fait d'ailleurs que je crois que si l'on pense l'universel seulement comme relatif, on ne peut pas penser l'antre. Le livre de Barbara Cassin finit sur un chapitre qui s'intitule « Antre », entre guillemets, mais qui en fait ne pense pas l'antre, bon, qui est un plaidoyer contre la jungle de Calais, ce qui s'entend bien effectivement, mais qui au fond nous laisse dans une pensée de l'antre qui est purement idéologique et qui n'est pas, disons, logique, qui n'est pas proprement philosophique, puisqu'elle ne sonde pas ce qui est cette opérativité de l'antre, qui effectivement n'est pas de l'être, qui oblige à sortir de l'ontologie, mais qui est ce au travers quoi, si on ne l'enjambe pas, mais si au contraire, c'est là constitue le travail de la traduction, qui permet le débordement réciproque de l'un et de l'autre, faisant apparaître de l'antre, où peut se promouvoir le commun. Il y a donc une dimension éthique à la traduction, et c'est là-dessus que je voudrais insister, ou plutôt sur quoi je voudrais finir. Ce qui fait que la traduction n'est pas une affaire, je l'ai dit en commençant, secondaire, mais qu'elle est peut-être la figure même de l'éthique à venir. J'aime beaucoup l'expression de Ricoeur quand il parle, pour penser l'éthique de la traduction, de ce qu'il appelle l'hospitalité langagière. Car il y va de cela, effectivement, accueillir l'autre, accueillir l'étranger dans sa langue. Hospitalité langagière. Mais je pense qu'il faut aller peut-être plus avant dans cet effort pour penser ce qui est effectivement la traduction comme l'épreuve de l'autre. Et c'est pourquoi je m'en occupe ici. La traduction est, par excellence, ou je dirais par expérience, l'épreuve de l'autre. C'est pourquoi elle est essentielle à penser par la philosophie, parce que la traduction, si on en affronte, si on en assume l'exigence, implique un déplacement, implique un dénudement, implique une désappropriation de soi, autrement dit un débordement de soi par l'autre, qui fait que la traduction est effectivement essentiellement éthique. C'est-à-dire qu'elle est en elle-même ou par elle-même éthique. Elle n'est pas éthique par idéologie, non, elle est éthique par son travail. C'est ça qui me paraît important. Ce n'est pas au nom de certaines valeurs, de certaines conceptions, non. Elle est éthique de façon pratique. Elle ne prêche pas l'éthique, mais elle est promotrice d'éthique. C'est pour ça que je la pense après la rencontre. La traduction, c'est activer la rencontre de l'autre, la mettre en chantier, et ne pas fuir dans cette rencontre, enjambant ce qui est l'écart de l'altérité.
C'est pour ça que je pourrais parler de la traduction en termes de décoïncidence. Parce que la traduction, c'est ce qui nous oblige à décoïncider de son idiome, comme de décoïncider de l'autre idiome. Donc, de pratiquer la décoïncidence, pourquoi faire? Justement, pour sortir de l'adéquation qui est une adaptation, et risquer à nouveau, n'est-ce pas, ouvrir un nouveau possible. Bref, ce que j'appelle aussi existence. La traduction, c'est la mise en œuvre de l'existence. Si on prend le terme latin existere, se tenir hors, la traduction, c'est ce qui nous conduit à nous tenir hors. Hors de ma langue, hors de mon chez-moi, hors de ce que j'ai déjà pensé, hors de ce que je sais penser, de ce que je sais dire et penser, se tenir hors. La traduction est donc cette exigence d'existence, se tenir hors du confort, de la clôture, de la propriété. En quoi elle est dialogique? Dialogique, si je prends dans le terme grec, du dia et du logos, du dia de l'écart et du cheminement, les deux sens de dia en grec, et du logos de l'intelligible, du logos qui nomme donc ce commun de l'intelligible, jamais acquis, mais à l'horizon, vers lequel la traduction nous fait travailler. Je dirais donc que c'est pourquoi la traduction n'est pas seulement une affaire de langue ou une affaire de spécialistes, les traducteurs, qui concerneraient les uns et non les autres, mais elle est porteuse d'une exigence éthique fondamentale. Elle est l'épreuve de l'autre, de la rencontre. C'est en ce sens qu'elle est non seulement la langue à venir, mais qu'elle est l'éthique du monde à venir. Car elle ne prêche pas, elle le fait. Je vous remercie de votre attention.